Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à un sujet crucial pour les agriculteurs et les acteurs de la production agricole, la lutte contre les bioagresseurs dans les cultures sous abri. Et on va explorer aujourd'hui une approche innovante qui utilise un allié naturel, le champignon entomopathogène, pour protéger nos cultures. Donc, je m'appelle Benoît Delfour, je suis responsable de support technique pour la société L'Allemand Plantecare. Et avec mon collègue Martin Trescaz, chargé de support technique, on va assurer la présentation de ce webinaire. Donc, au cours de cette session, l'objectif c'est d'explorer les points suivants. D'abord, je vous rappellerai succinctement qui est la société L'Allemand Plantecare qui organise ce webinaire. Et ensuite, Martin il vous présentera dans un premier temps des éléments de contexte et d'enjeux liés à la lutte contre les ravageurs en culture sous abri. Et ensuite, il abordera les différentes stratégies de lutte possibles et les différents leviers à notre disposition pour faire face aux impacts des principaux ravageurs sur nos cultures sous abri. Et enfin, on verra comment l'Allemand Plantecare s'insère parfaitement dans la gestion durable de la maîtrise des ravageurs, avec une solution innovante basée sur un champignon entomopathogène. Avant de débuter cette session, je voudrais vous encourager à poser toutes vos questions au long du webinaire. Notre objectif, c'est vraiment de partager des connaissances et d'encourager des échanges fructueux. Pour information, tous vos micros et caméras ils seront automatiquement coupés, mais vous pouvez tout de même poser vos questions dans la section qui est dédiée sur le haut de la partie de l'application Teams, sur le haut de votre écran, où se situe un petit logo QR, comme c'est imagé sur la diapositive à l'écran. Donc on prendra le temps d'y répondre à la fin du créneau dédié qui devrait durer entre 25 et 30 minutes. Pour information aussi, cette session elle est enregistrée et on vous enverra le lien vers l'enregistrement à l'issue de la présentation. Donc, comme évoqué plus tôt, le webinaire il est organisé par la société L'Allemand Plantecare. Donc, nous sommes une société canadienne spécialisée dans la production et la distribution de micro-organismes. On peut résumer la chose à l'Allemand étant un industriel du micro-organisme, avec divers débouchés et divers secteurs d'application. Mais à destination du monde agricole, la partie pour laquelle Martin et moi travaillons, on concentre nos efforts sur la fourniture de biosolutions, à savoir des biopesticides et des biostimulants qui sont formulés exclusivement à partir de micro-organismes, des champignons, des bactéries, des levures, mais aussi de leurs dérivés. Donc, je vous remercie d'être présent et je vous souhaite une session enrichissante. Je laisse la parole maintenant à Martin Trescaz, qui est chargé de support technique pour la société L'Allemand Plantecare dans le sud-ouest de la France et qui va dérouler l'ensemble des éléments techniques précédemment cités. Bonjour à tous. Alors, les ravageurs, quels sont-ils? C'est, je pense, bien de commencer par là. Vous avez sous les yeux 4 grandes familles de ravageurs qu'on retrouve en agriculture, hein. Les thrips, les aleurodes, les acariens, les pucerons, qui provoquent des dégâts directs sur les cultures, des piqûres, des sussures, ou des dégâts indirects. Donc ça va du miella sur lequel peuvent se reporter, enfin, je veux dire, peuvent coloniser des champignons, mais également la propagation de virus qui sont, dans une certaine mesure, très dommageables pour la pérennité de l'agriculteur et de sa structure. Les pertes qui sont liées aux ravageurs chaque année sont considérables, puisqu'on estime certaines années jusqu'à 40% de la perte agricole mondiale liée à ces ravageurs. L'agriculteur, lui, il est dans un contexte un peu particulier, c'est que le marché change, il y a de nouveaux types de consommateurs qui apparaissent, qui ont des envies de produits qui sont plus avec des profils plus durables, plus sains pour la santé. Le monde politique qui est lié à un problème de santé publique et qui est amené à prendre des décisions, on va essayer de l'énumérer très rapidement juste en suivant, et un axe agronomique, puisque on a bien souvent utilisé des outils existants de manière un peu systématique et on s'aperçoit qu'ils sont face aujourd'hui à des contraintes. Jusqu'à présent, l'agriculteur avait des moyens de lutte contre les ravageurs directs et indirects. Indirect, la prophylaxie, la qualité des plants, la gestion de l'acclimato. Et la lutte directe qui reposait en fait sur le premier outil historique, ce sont les insecticides conventionnels, et sont apparus ces dernières années de nouvelles approches de la lutte directe contre les insectes, les insecticides biologiques ou l'utilisation de macro-organismes auxiliaires. Le premier outil accessible pour l'agriculteur sont les insecticides conventionnels, mais on en a de moins en moins sur le marché à disposition.
C'est de plus en plus dur d'ailleurs pour les sociétés d'arriver à réenregistrer ou de porter de nouveaux enregistrements pour ce type d'insecticides. On a un marché qui change avec l'apparition de marchés comme le label zéro résidu de pesticides, l'agriculture biologique, qui restreignent l'utilisation de ces outils. Et il y a les phénomènes de résistance, puisque, comme je le disais, on a eu des pratiques un peu systématiques de l'utilisation de ces insecticides qui ont provoqué différents types de résistance, de voies de résistance des insectes. Dans cette situation sont apparues des alternatives. Alors, le principe de base de l'alternative aussi, c'est la prophylaxie, comme je le disais tout à l'heure, une approche en amont de l'arrivée de l'installation de la culture dans l'abri. Et les autres axes de protection aujourd'hui, on en a quatre grands qui se distinguent: les auxiliaires de culture, les phéromones et les virus, et les substances naturelles et les micro-organismes entomopathogènes, qui est l'objet aujourd'hui de ce webinaire. Entomopathogène, vous avez une définition sous ce petit carré rouge, organisme ou substance capable de provoquer des maladies ou des infections, diverses et variées modes d'infection. Le premier outil entomopathogène, c'est une bactérie qui a été trouvée au début du XXe siècle, qu'on a très rapidement appelée le bacille de Thuringe, Bacillus thuringiensis, qui a permis de contrôler tout un tas d'insectes en agriculture. C'est le premier, je pense, produit entomopathogène connu du marché, mais on a vu apparaître au fur et à mesure de temps d'autres types d'approches, notamment les champignons qui sont dits imparfaits, dont vous avez 3 grands genres qui sont aujourd'hui utilisés en agriculture: Metarhizium, le Canicillium et Bovarium. Mais il en existe d'autres. C'est intéressant de voir un peu comment fonctionne un entomopathogène. En tout cas, j'ai pris l'exemple d'un champignon qu'on connaît bien, dont on parlera juste après en suivant, qui repose sur l'application d'un spore qui va, une fois être apporté, va se coller à l'insecte, et par le biais de mécanismes enzymatiques, le champignon germe, dégrade la paroi de l'insecte et va se nourrir du contenu cellulaire de l'insecte pour se développer et potentiellement se reproduire si les conditions le permettent. Parce qu'on peut systématiquement entraîner la mort, mais pas forcément entraîner une grosse population du champignon dans son milieu, puisque c'est vraiment lié aux conditions dans lesquelles il évolue. Et on voit que ces phénomènes de parasitisme sont très rapides, puisque en 2 à 6 heures, on a déjà la formation d'un apressorium, du spore sur la cuticule, et en 3 à 5 jours, on arrive à la destruction totale de l'insecte. Et dans le cas de cette slide, vous voyez tout à droite, c'est un thrips qu'on voit complètement momifié par ce fameux champignon. Ces outils sont très séduisants, très efficaces, mais ils doivent être considérés par 3 piliers. Déjà, il faut considérer l'insecte. Est-ce qu'il est capable d'être parasité? À quelle quantité de population on est? Comment il est réparti sur la culture? L'environnement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire est-ce que l'outil qu'on va emporter entomopathogène va pouvoir se développer si les conditions d'humidité ne sont pas réunies, de température. Ça, c'est vraiment l'axe environnemental du champignon. Et il y a le troisième volet qui est plutôt lié à la formulation du produit, c'est-à-dire sa capacité à être résistant lorsqu'on l'apporte, résilient, rémanent, qui vont faire. C'est un triptyque qui font l'efficacité de ces outils entomopathogènes. Ils sont intéressants, comme vous le voyez, parce qu'on peut intervenir sur différents stades de l'insecte. On est dans le cas du thrips, là, donc on voit bien que l'efficacité est nulle sur œuf, parce que l'œuf, en fait, est pondu dans les membranes foliaires des cultures, donc inaccessible à un champignon qui fonctionnerait par contact. Mais dès qu'on voit réveil de l'insecte et évolution sur différentes phases, nymphe, pupe, adulte, et bien on s'aperçoit que les niveaux d'efficacité vont de manière croissante, qui sont liés à la taille de l'individu, à sa mobilité aussi sur la culture. Vous voyez bien une échelle d'efficacité qui est représentée sous la forme de plus, avec des efficacités très fortes dans ce cas-là sur les adultes.
Ils sont intéressants, ces outils, parce qu'ils peuvent être intégrés à tout un tas de, je dirais, de moments de la culture. Alors, c'est un outil qui reste préventif, donc qui peut s'intégrer très tôt pour piloter une espèce de seuil acceptable de ravageurs pour la culture. Ils peuvent être intégrés dans le cadre de stratégies de protection des cultures avec des insecticides à effet choc, avec une PBI qui mettrait du temps à s'installer, ou qui aurait décroché, par exemple, où il y a toute l'approche fin de cycle, puisque ce sont des outils dont le profil toxicologique est très intéressant et qui peuvent être appliqués très proche de la fin de la culture et des récoltes. La formulation, j'en parlais dans mon heptique tout à l'heure, eh bien on n'a jamais mieux fait que d'encapsuler des spores dans une huile, parce que le spore va mieux coller à l'insecte, il va être plus résistant et il va être plus persistant sur la culture. Et quand on regarde en fait la quantité de spores qu'il est nécessaire à apporter pour tuer la même quantité de ravageurs, eh bien on s'aperçoit qu'il y a besoin de 110 fois moins de spores lorsqu'on est formulé dans une huile. Donc c'est vraiment une pertinence, un aboutissement en tout cas de l'approche de ces entomopathogènes, l'émission de l'œuf. Je laisse la parole à Benoît, présent. Je te remercie Martin. Mais comme je vous le disais au début de notre présentation donc du programme, l'Allemand Plantcare propose depuis la fin de l'année 2023, met en marché depuis la fin 2023, 2 solutions qui sont formulées à partir d'un champignon entomopathogène, donc le Metarhizium bruneum, la souche MA43. Donc c'est un champignon que vous avez probablement déjà rencontré sous son ancienne taxonomie, qui était Metarhizium anisopliae, la souche F52, d'où leur nom. L'Algard M52 granulé pour la formulation granulée, donc homologuée pour l'incorporation au sol ou les supports de culture, et la formulation huileuse, la formulation OD, celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est elle homologuée sur les traitements des parties aériennes contre le trips, alerode et acarien notamment. Donc pour résumer en termes d'homologation, la spécialité OD, donc elle est destinée, comme je le disais, au contrôle des trips, des acariens et des alerodes en culture sous abri, notamment sur tomates, aubergines, poivrons, fraises et curcubitacées. La dose unique d'application contre ces cibles est de 1 litre 25 par hectare sur l'ensemble de ces usages. La formulation granulée, elle est homologuée sur Otiorinque de la vigne et Charançon des racines du fessier, mais on ne va pas aborder le sujet aujourd'hui. Donc l'intérêt de ce produit, au-delà de son efficacité que j'aborderai dans la diapositive suivante, il réside dans sa flexibilité d'utilisation. Aujourd'hui, sur la MM actuelle en culture sous abri, il est possible d'appliquer le produit jusqu'à 10 fois par cycle de culture, avec un intervalle de traitement de seulement 3 jours. Et ce, sur l'ensemble du cycle, du BBCH 10 au BBCH 97. Et pour l'ensemble des usages sous abri qui nous intéressent aujourd'hui, vous devrez respecter un délai de réentrée dans la parcelle de 8 heures et un délai avant récolte de 3 jours. Donc bien sûr, vous trouverez l'ensemble de ces informations réglementaires et l'ensemble des usages homologués en France sur notre site web. Je ne vais pas tous les aborder aujourd'hui. Il y a aussi de nombreux usages plein champ, notamment pour lutter contre les trips, mais ce n'est pas le sujet. Donc, concernant l'efficacité, on a hérité de l'ensemble du dossier technique de la firme qui mettait en marché ce produit auparavant. Et ce dossier technique est bien alimenté avec plus d'une centaine d'essais sur les différents couples culture ravageurs. Mais ici à l'écran, il est représenté à peu près 90 essais qui reprennent les données d'efficacité pour les cultures sous abri. Avec sur la partie gauche de votre écran, vous avez l'ensemble des résultats techniques sur les cibles homologuées, donc aleurode, trips et acarien tétranique sur solanacées. Et on peut y observer une efficacité qui oscille entre 50 et 70% pour l'ensemble de ces usages, avec une moyenne que l'on peut estimer à un peu plus de 60% d'efficacité. Alors pour rappel, ces essais qui ont permis d'alimenter les dossiers d'AMM sont faits dans une logique assez simple. Donc on applique le Lalgard M52OD en séquence tous les 3 à 7 jours à cette dose unique de 1,25 litre par hectare. Donc il n'y a pas de réalité agronomique dans ces pratiques-là et dans ces résultats. On peut l'espérer, on peut attendre des efficacités bien meilleures lorsqu'il est intégré dans des programmes et en combinaison avec d'autres techniques culturelles.
Et sur la partie droite, vous avez aussi là en synthèse les résultats d'efficacité de l'ensemble des essais qui ont été menés sur curcubitacées. Et là, on voit que sur ces mêmes cibles qui sont listées, Alerod, Trips et Acarien, que l'efficacité oscille entre 50 et 70%. Donc ce sont bien sûr des moyennes. Les intervalles de confiance sont listés sur la partie droite de chaque carré, où vous retrouvez les efficacités minimum et maximum. Donc pour résumer, en culture sous abri, finalement, quelles que soient les cibles et quelles que soient les cultures, les efficacités attendues peuvent osciller autour de 60%. Et moi, ce que j'aimerais rappeler au vu de cette diaporama, ce sont les conditions qui permettront de maximiser l'efficacité, mais surtout d'avoir de la constance dans les résultats. Donc quelles sont les bonnes pratiques d'utilisation ? Alors, Martin en a déjà parlé dans la section du triptyque, où il abordait bien la part des ETM et de la virulence. Et ensuite, la cible, avec les différents stades biologiques qui sont présents au moment de l'application du produit. Mais aussi, ce qui est très important, c'est leur distribution spatiale. Et enfin, conditions environnementales. Martin a bien mis l'accent dessus, température, humidité, mais aussi ensoleillement. Donc j'aimerais mettre l'accent sur ce dernier point, parce que ces conditions environnementales, elles vont vraiment déterminer l'efficacité et le résultat après l'application du produit, qui d'ailleurs, c'est important de le mentionner, va se conserver 18 mois à 4 degrés, et si la température n'excède pas 22 degrés, on peut le conserver 1 an. Un point très important, c'est qu'après ouverture de la bouteille, il faudra consommer le produit assez rapidement, dans les 3 semaines si le produit est conservé à 4 degrés. Ça, c'est un point d'importance parce que, comme le mentionnait Martin tout à l'heure, ce sont des spores qui sont formulés dans cette formulation huileuse, donc encapsulés dans cette huile, et ces spores-là, qui sont formulés dans une atmosphère protectrice, vont être soumis à l'oxydation et au stress abiotique qui vont nuire à leur capacité à germer une fois appliqués. Donc, comme tout bon champignon, il faudra un minimum de chaleur et d'humidité pour que son cycle soit optimal. Donc, le métarhizium, il va être actif entre 15 et 35 degrés environ, mais son optimal, il va se situer autour de 26 degrés. Martin a aussi abordé la partie humidité qui était importante. Donc c'est vrai que dans certains de nos résultats d'essai, on a pu montrer de bonnes efficacités en conditions sèches, mais là encore, si on veut de la robustesse dans les résultats, il faut que l'humidité relative soit supérieure à 50%. Et d'ailleurs, si les conditions d'humidité sont supérieures à 85%, il sera possible d'observer, après la mort des insectes tués, après la mort des insectes ciblés, une resporulation à la surface de la cuticule de l'insecte. Resporulation qui est assez typique pour le Metarhizium bruneum. Elle est d'abord blanchâtre et puis tourne rapidement au vert, ce qui est symptomatique de l'infection entomopathogénique par le Metarhizium bruneum. Donc ce phénomène, au-delà d'être visible, il est intéressant dans une logique d'efficacité parce qu'il va permettre une transmission nouvelle aux individus qui n'auraient pas été infectés au préalable par le M52. Donc ça va permettre de resporuler, de réinfecter de nouveaux insectes qui rentrent en contact avec ces spores nouvellement formés. Donc l'autre point aussi qui est important, c'est que le Metarhizium, c'est un champignon d'origine tellurique qui a une certaine sensibilité aux UV. Martin a pu évoquer l'intérêt de la formulation huileuse en ce sens, qui permet une encapsulation des spores dans des micro-gouttelettes d'huile qui va les protéger de l'incidence des UV. Mais toutefois, on recommande malgré tout d'appliquer le produit dans des conditions d'intensité lumineuse moindre. Donc si on est sur une journée très ensoleillée avec une incidence en UV importante, pour pallier à cette problématique, il faut décaler le traitement plutôt en fin de journée, ce qui permettra de pallier à ces conditions qui sont potentiellement stressantes pour le champignon. Et avant d'avancer sur la partie questions et la clôture de cette session, j'aimerais aborder un point qui est d'importance, c'est la capacité d'intégration du Dalgard M52OD dans les programmes de protection des cultures, qu'ils soient conventionnels, bio et bien sûr en cas de recours à la PBI. Donc, on sait que les spécialités utilisées dans le cadre de la lutte fongicide, par exemple, elles pourraient avoir un impact sur l'activité et la capacité biologique du Metarhizium à faire son travail, mais aussi le M52 pourrait avoir un impact sur l'activité des auxiliaires relâchés dans les cultures sous abri. Donc, en ce sens, chez l'Allemand Plantecare, on travaille à consolider des bases de données de compatibilité pour fournir l'ensemble des informations au marché et aux utilisateurs du produit qui vont être nécessaires pour un meilleur positionnement du produit dans les programmes de protection. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a deux aspects qui sont travaillés.
que j'ai déjà cités. Le premier, c'est la compatibilité en mélange avec les produits phytopharmaceutiques, avec les pesticides. Et là, notre objectif, c'est de mesurer la viabilité du métarhizium après 6 heures de temps de contact, donc 6 heures de mélange avec la spécialité à tester. Alors, dans notre protocole d'évaluation, on mélange les deux produits, donc le Lalgard M52OD avec la spécialité à tester, qu'elle soit fongicide, insecticide, engrais et j'en passe, à leur dose homologuée maximale. Et ensuite, après ce temps de contact, donc de 6 heures, on va mettre en culture le métarhizium par rapport à un témoin et on va évaluer sa capacité à germer et à coloniser l'espace, donc ici des boîtes de pétri. Donc ça nous permet d'étoffer et surtout d'intégrer le métarhizium, le Lalgard M52OD, donc dans des programmes fongicides qui, on le sait, sont d'importance sur de nombreuses cultures. Donc en dehors de données accessibles, on recommande des intervalles de traitement de 7 jours avec les spécialités sur lesquelles on n'aurait pas de données de compatibilité. Donc c'est très important pour nous de fournir le maximum, et au niveau de la formulation, pas qu'au niveau de la matière active, le maximum d'informations possibles au marché pour que la flexibilité et la facilité d'intégration soient de mise. Donc je le disais, il y a aussi un deuxième aspect qui est important, c'est la partie auxiliaire. Là aussi, on sait que l'impact sur les auxiliaires utilisés en PBI, acariens prédateurs ou parasitoïdes, il faut en mesurer la toxicité. Donc ce que nous faisons, c'est que nous utilisons un protocole réaliste pour extraire une base de données qui est en phase avec la méthode IOBC, donc l'Organisation internationale pour la lutte biologique. Et là, donc, on applique le produit sur des auxiliaires qui sont dans des conditions réalistes d'utilisation, qui mimiquent nos systèmes de production. Donc ces auxiliaires, ils ont accès à un environnement qui est comparable, un accès à la nourriture, accès à de l'eau, accès à des plantes hôtes. Et ensuite, on va quantifier la perte de population potentielle de cet auxiliaire par rapport à un témoin non traité. Donc, il ressort pour l'instant de nos études de bons résultats en termes de compatibilité avec les produits phyto, avec les PVP, y compris des fongicides. Donc, on a une certaine robustesse, ce qui nous donne pas mal de flexibilité pour intégrer le métarhizium dans des programmes. Et puis, on a aussi, comme vous pouvez le voir à l'écran, à l'exemple avec le Phytozelius persimilis, des données de toxicité qui sont transparentes. Donc, même si on n'est pas toxique ou un peu plus toxique avec certains auxiliaires, notre objectif, c'est de partager cette information pour mieux positionner les lâchers. Donc, l'ensemble de ces informations, elles sont mises à jour régulièrement et elles vont être disponibles auprès de vos contacts chez l'Allemand Plant Care. Donc, avant de conclure et de répondre à vos questions, au-delà des quelques éléments qui sont mentionnés à l'écran et qui résument les différents points abordés, moi j'aimerais mettre l'accent sur les potentialités de notre produit parce qu'on travaille fortement en interne, mais aussi d'ailleurs avec de nombreux instituts techniques et particulièrement en France, sur les possibilités d'utilisation et d'extension sur un grand nombre de ravageurs et de possibilités. Et puis aussi, pour aller plus loin sur cette diaporama qui est à l'écran, vous aurez accès en bas à nos éléments de contact si vous voulez aller un peu plus loin, mais aussi vers quelques liens sur nos différents sites web qui vous permettront d'accéder à un peu plus d'informations. Sur la partie droite de l'écran, vous avez aussi un QR code qui vous donnera le lien vers une vidéo qui reprend de manière bien imagée le mode d'action du métarhizium et des spores de métarhizium appliqués via le Lalgard M52OD. Donc nous avons maintenant terminé notre présentation. Je vous remercie pour votre attention. Vous aurez accès donc à l'enregistrement en retour par email et je vous souhaite à tous une belle journée.